le lundi 11 mars 1935, lorsque débute, à Westchester, le procès d'Albert Fish. Les spectateurs sont sidérés par l'apparence inoffensive de ce vieillard, que la presse a surnommé l'ogre. Le visage émacié, les cheveux gris épars, une mince moustache grise, ses yeux bleus larmoyants, fuient le contact avec la foule. Son corps tassé et fatigué n'est pas celui d'un homme de 65 ans. Il est gris, terne, banal. Il porte un costume mal coupé couleur cendre et une cravate rayée, hâtivement nouée autour d'un cou décharné. Le contraste est d'autant plus frappant avec l'atrocité des crimes dont il est accusé dans le discours d'ouverture du procureur. La famille Budd, pauvre mais unie, vit dans un appartement de New York. Il y a 2 enfants, Grace, 10 ans, et Edward, qui cherche du travail pour l'été. Il a fait passer une annonce, le 27 mai 1926. Jeune homme de 18 ans désire travailler à la campagne. Contactez Edward Budd, 406, 15e rue Ouest. Dès le lendemain, un certain Frank Howard se présente au domicile des Budd. Il possède une ferme à Farmingdale, à Long Island. Il est marié et père de 6 enfants. Il cultive surtout des légumes et conduit son tracteur. Howard engage Edward et lui verse une avance sur salaire. Puis il explique aux parents Budd que sa sœur organise une fête pour l'anniversaire d'un de ses enfants, et il demande la permission d'y emmener la petite Grace. « J'adore les enfants, dit-il, et je vous ramènerai la jeune fille avant la nuit. » Les Budd hésitent, mais enfin, ils acceptent de laisser partir Grace, qui a si peu l'occasion de s'amuser. Pour les rassurer, Frank Howard leur donne l'adresse de sa sœur, un immeuble de Columbus Avenue, près de la 137e rue. Les Budd ignorent que Columbus Avenue ne dépasse pas la 110e rue. Main dans la main, Howard Netta de l'enfant se dirige vers la station de métro de la 14e rue. En chemin, le prétendu fermier s'arrête devant un kiosque à journaux pour récupérer un lourd paquet ficelé de couleur marron. Il remercie le marchand de le lui avoir gardé et lui glisse une pièce dans la main. Arrivés à Grand Central Station, l'homme et la fillette prennent un train en direction d'Irvington, dans le comté de Westchester. Une fois qu'ils sont arrivés et descendus sur le quai, la petite Grace remonte en vitesse dans le wagon et reparaît quelques secondes plus tard. Ton paquet. Tu avais oublié ton paquet. Ils s'en vont à pied dans Mountain Road, à Greenburgh. Au bout de la rue, une maison à l'écart des autres, proche des bois, c'est Wisteria Cottage. À l'intérieur, cela sent le renfermé, et Howard ordonne à Grace d'aller jouer dehors, le temps qu'il trouve sa sœur. Au premier étage, une pièce au papier peint décollé, mal meublée d'une table et de 2 chaises bancales. À l'une des 2 fenêtres qui donnent sur les bois, Frank Howard observe Grace, qui cueille des fleurs. Il se déshabille complètement, défait le paquet marron et en sort ce qu'il appelle dans ses aveux les instruments de l'enfer, une petite scie, un couperet et un long couteau de boucher. Penché à la fenêtre, Howard demande alors à Grace de venir le rejoindre. Il a raconté la suite. J'ai pris soin de refermer la porte de la chambre jusqu'à ce qu'elle arrive en haut des marches. Puis, j'ai ouvert la porte. Lorsqu'elle m'a vu, complètement nu, elle a cherché à s'enfuir.
Elle voulait redescendre l'escalier, mais je l'ai rattrapée. Elle m'a déclaré qu'elle allait le dire à sa mère. Une fois dans la pièce, je l'ai allongée par terre, sur un morceau de toile que j'avais préparé. Puis, je l'ai étranglée de mes mains. J'ai mis un genou sur sa poitrine pour la tuer plus vite. Je lui ai retiré ses vêtements. J'ai alors pris mon couteau et je lui ai tranché la gorge. Entre-temps, j'avais placé un pot de peinture vide de 20 kilos sous sa tête. Elle avait de longs cheveux qui ont absorbé le sang. Le reste a coulé dans le pot dont je me suis débarrassé par la suite. Puis j'ai coupé le corps en 3. D'abord la tête, ensuite le tronc, juste au-dessus du nombril. Dans les bois, il y a des cabinets. Les toilettes étaient propres, et j'y ai caché la paire de chaussures blanches et la tête coupée. J'ai vérifié qu'un éventuel occupant des toilettes ne puisse pas les apercevoir. Le tronc et les jambes, je les ai coincés derrière la porte avant de la refermer. Ceci fait, je me suis lavé les mains dans le jardin. Je suis revenu sur les lieux 4 jours plus tard. Le corps commençait déjà à sentir de manière notable. Par la fenêtre, j'ai jeté les 2 morceaux qui se trouvaient encore à l'étage, puis je suis descendu dans le jardin. Je les ai ramassés pour les ranger près d'un mur de pierre derrière la maison. Mais je ne les ai pas cachés, pas plus que la tête, dont les cheveux étaient raides de sang séché, et que j'ai déposé au même endroit. Le corps était pratiquement reconstitué. Alors, je suis retourné chez moi. La description du meurtre de Grace Budd, telle qu'elle figure dans le rapport de police, signé par Albert Fish, omet un certain nombre de détails macabres que le vieillard devait par la suite raconter à son psychiatre, le docteur Frederick Wertham. Après avoir démembré le cadavre, il en découpe une partie de l'avant-bras et divers autres morceaux qu'il enveloppe dans un mouchoir. Dans la poche de sa veste, il prend du coton qu'il imbibe avec de l'essence à briquet, contenue dans un flacon. En se penchant en avant, il s'enfonce le coton dans l'anus avant d'y mettre le feu avec une allumette. Sous l'effet de la douleur, Frank Howard se met à danser et à hurler de façon incohérente, tandis qu'une odeur de chair brûlée se mêle maintenant aux senteurs cuivrées du sang répandu. Il a alors un orgasme et éjacule. Le lendemain matin, de retour à New York, il se rend chez un épicier pour y acheter 1 kilo d'oignons, du persil, des carottes et 3 livres de pommes de terre. Dans sa cuisine, il vide le contenu du mouchoir sur une table et découpe avec un fendoir le morceau d'avant-bras en 4 parties, avant de les jeter dans une marmite d'eau où il place les légumes agrémentés d'un bouillon cube. Pendant 9 jours, il dévore ainsi diverses parties du corps de Grace Budd. Parfois, il découpe de nouveaux lambeaux de chair. Afin de varier ses menus, il cuit au four avec du bacon, des lanières de peau prises sur les fesses. Il avoue à son psychiatre que ses repas le mettent dans un état d'orgasme permanent, au point qu'il en rêve la nuit. Il se revoit au moment du crime, quand il s'est brûlé le derrière. La douleur est tellement magnifique. Si seulement ça ne faisait pas si mal. Malgré la ténacité du détective William King, l'enquête ne donne aucun résultat pendant des années. Personne ne comprend pourquoi Grace Budd a été enlevée. Les Budd ont des revenus trop modestes pour qu'on l'enlève. Et d'ailleurs, aucune demande de rançon n'est parvenue à la famille. Régulièrement, la presse relance l'affaire
à cause de la vague de kidnapping qui submerge le pays. L'indignation des citoyens atteint son point culminant avec l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh, le 1er mars 1932. La police interpelle des suspects, se perd dans d'innombrables fausses pistes. Le 11 novembre 1934, plus de 6 ans après son enlèvement, l'affaire Grace Budd rebondit. Sa mère, Delia Budd, reçoit cette lettre. « Ma chère Mrs. Budd, en 1894, un ami à moi servit en tant que matelot de pont sur le Tacoma Capitaine John Davis. Ils partirent de San Francisco pour Hong Kong. Une fois arrivés à destination, lui et 2 compagnons descendirent à terre pour se saouler. À leur retour, le bateau était déjà parti sans eux. À cette époque, la famine régnait en Chine. N'importe quelle sorte de viande se vendait entre et $3 la livre. Les plus démunis souffraient tellement qu'ils vendaient à des bouchers leurs enfants de moins de 12 ans afin qu'ils soient découpés et revendus. Dans n'importe quelle boutique, on pouvait obtenir du steak, des côtelettes ou un ragoût de viande. On vous découpait alors le morceau de votre choix sur le corps nu d'une fille ou d'un garçon. Le derrière, qui est la partie la plus tendre, vendue comme côte de veau, était le morceau le plus cher. John resta si longtemps à Hong Kong qu'il en acquit un goût prononcé pour la chair humaine. À son retour à New York, il enleva 2 garçons de 7 et 11 ans qu'il emmena chez lui. Il les déshabilla et les ligota dans un placard, puis il brûla leurs vêtements. Plusieurs fois, jour et nuit, il les fessa et les tortura pour attendrir leur chair. Il tua d'abord l'aîné car son cul était plus dodu. Chacune des parties de son corps, il les a cuites et dévorées, sauf la tête, les os et les intestins. L'enfant a été rôti au four, tout son cul, cuit, bouilli, frit et mis en ragoût. Le plus petit y passa à son tour, et de la même façon. À cette époque, j'habitais au 409 100e rue Est, près du côté droit. John me parlait si souvent de la délicatesse de la chair humaine que je me décidai à y goûter. Le dimanche 3 juin 1928, je suis venu chez vous, au 406, 15e rue Ouest. J'avais apporté du fromage et des fraises. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'était assise sur mes genoux pour m'embrasser. Je m'étais décidé à la manger. J'ai inventé un anniversaire et vous lui avez donné la permission de me suivre. Je l'ai emmenée dans une maison abandonnée de Westchester que j'avais repérée. Lorsque nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle a cueilli des fleurs sauvages. À l'étage, je me suis complètement déshabillé pour éviter les taches de sang. Quand tout a été prêt, je me suis approché de la fenêtre pour demander à Grace de me rejoindre. Je me suis caché dans un placard jusqu'à son arrivée. Lorsqu'elle m'a vu tout nu, elle s'est mise à pleurer et a voulu s'enfuir. Je l'ai rattrapée. Elle a menacé de tout dire à sa maman. Je l'ai déshabillée. Elle s'est débattue, beaucoup, en me mordant et en me griffant. Je l'ai étranglée avant de la découper en petits morceaux pour emporter sa viande chez moi, la cuire et la manger. Je ne peux pas vous dire à quel point son petit cul rôti au four était tendre et délicieux. J'ai mis 9 jours à la manger, en entier. Je ne l'ai pas baisée, bien que j'aurais pu en avoir l'occasion,
Si je l'avais souhaité, elle est morte vierge. Cette lettre, ou plutôt son enveloppe, livra une piste. L'entête avait été maladroitement barrée, et très rapidement, le policier William King déchiffra l'adresse de la New York Private Chauffeurs Benevolent Association au 627 Lexington Avenue. Malheureusement, après enquête, aucun des membres de l'association ne connaissait un certain Frank Howard, ni personne qui répondit à sa description physique. J'ai toujours eu ce désir d'infliger de la douleur. Le détective William King convoque tous les membres de l'association. Un jeune homme, Sikowski, concierge bénévole, reconnaît avoir dérobé 6 mois auparavant quelques enveloppes et du papier à en-tête pour les ramener chez lui, au 622 Lexington Avenue. Là non plus. Personne ne connaît le dénommé Frank Howard King, interroge à nouveau le jeune homme. À l'époque, il habitait encore à son ancienne adresse, une chambre meublée au 200, 52e rue Est. Sikowski se rappelle un autre détail quand il a déménagé. Il a laissé les enveloppes sur une étagère. En examinant le registre des locataires du meublé, le policier constate que la chambre a été louée à un vieillard dont le signalement correspond à celui de Frank Howard. L'homme a signé sous le nom d'Albert H. Fish. Contretemps, Albert Fish vient de quitter sa location le 11 novembre, date à laquelle Mrs. Delia Budd a reçu la lettre. Malgré tout, King conserve une lueur d'espoir, car Fish a indiqué à la propriétaire qu'il attendait un chèque de $25 de son fils et qu'il passerait le chercher. Le détective William King n'a plus qu'à attendre. Aidé de plusieurs collègues, il monte une planque dans une chambre du 200, 52e rue Est. Le 4 décembre, un inspecteur du service des postes les prévient qu'une lettre adressée à Albert Fish vient d'arriver au centre de tri postal. Le 13 décembre 1934, un vieillard se présente pour récupérer son chèque. William King l'arrête lorsqu'il a aperçu le détective, Albert. Fish l'a menacé d'une lame de rasoir, mais King a balayé d'un geste cette arme dérisoire. L'arrestation met un point final à plus de 6 ans d'enquête, et le policier se contente de déclarer « Je t'ai finalement eu ». Presque immédiatement, Albert Fish reconnaît être Frank Howard, l'auteur de l'assassinat de Grace Budd. Mais ses aveux ne vont pas en rester là. L'affaire Budd révèle une existence vouée au meurtre et aux perversités les plus insensées. Né en 1870, Albert Howard Fish perd son père à l'âge de 5 ans d'une crise cardiaque en gare de Pennsylvania Station, et sa mère se met au travail pour nourrir les 12 enfants de la famille. Albert se retrouve à l'orphelinat de Sainte, John's Refuge, où il devient très vite un enfant instable et nerveux. Il fait pipi au lit, il se gave de nourriture, il fugue sans cesse. En 2 générations, ainsi que nous l'apprend le docteur Frederick Wertham, 7 autres membres de la famille Fish ont connu des troubles mentaux. 2 de ses oncles meurent dans des hôpitaux psychiatriques, l'un d'eux souffrait d'une psychose religieuse. La mère d'Albert entend des voix dans la rue et a des hallucinations visuelles. Un de ses jeunes frères, considéré comme faible d'esprit, meurt d'hydrocéphalie. Un autre frère est alcoolique au dernier degré. L'une de ses sœurs sombre dans la démence.
À la fin d'études difficiles et brouillonnes, Albert Fish n'obtient jamais des emplois qualifiés. Encore adolescent, le voici commis dans une épicerie et apprenti d'un peintre en bâtiment. Cette profession de peintre ou de décorateur va lui servir de prétexte pour assouvir ses perversions en toute impunité, ce déguisement ajouté à une apparence des plus banales le rend quasiment invisible aux yeux de témoins éventuels. Âgé de 5 ans, Albert Fish est souvent puni par la directrice de l'orphelinat qui fesse les enfants à nu. Il en ressent un tel plaisir qu'il s'arrange pour être puni le plus souvent possible. Il adore aussi assister aux punitions des autres. Les autres orphelins se moquent d'Albert, car les flagellations lui donnent toujours une érection. L'institution étant mixte, les conversations tournent souvent autour du sexe, et Albert est rapidement initié à la masturbation, ainsi qu'à d'autres jeux sexuels plus pervers. Ses camarades et lui ont ainsi l'idée de mettre le feu à la queue d'un cheval qu'ils avaient d'abord imbibé d'essence. Cet incident marque beaucoup l'enfant et, lorsqu'il quitte l'orphelinat à l'âge de 7 ans, le sadomasochisme l'attire. J'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres et que les autres me fassent aussi souffrir. Toute ma vie, j'ai adoré tout ce qui faisait mal. De retour chez sa mère, qui a obtenu un emploi auprès du gouvernement, Albert Fish fait une chute grave alors qu'il grimpe dans un arbre. Il en ressent des vertiges, des maux de tête, un bégaiement tenace. Il continue à faire pipi au lit. Ses camarades de classe se moquent de lui. C'est à cette époque qu'il change de prénom et d'Hamilton devient Albert, afin d'éviter le sobriquet moqueur de Ham and Eggs. Un de ses frères aînés, Walter, engagé dans la marine, montre à Albert des dessins d'hommes et de femmes nus, et il lui raconte ses aventures avec des cannibales. Subjugué, Albert oblige son mythomane de frère à lui répéter constamment ces histoires dont il rêve la nuit. Il se met à suivre dans les journaux la rubrique des affaires criminelles. Il découpe les articles les plus détaillés. Lorsque William King l'arrête pour le meurtre de Grace Budd, il trouve chez Albert toute une collection de coupures de presse sur Fritz Haarmann, le boucher de Hanovre, un tueur en série cannibale. Il découvre également les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, avec une passion particulière pour le puits et le pendule dont les pages sont très usées, à force d'avoir été feuilletées, bien sûr, puisque c'est un long récit de supplice. En 1882, Albert Fish fait la connaissance d'un jeune télégraphiste qui l'excite en lui racontant ses aventures sexuelles dans des bordels. Ils entretiennent une relation homosexuelle. Son amant initie Albert à d'autres pratiques en lui faisant boire son urine ou manger ses excréments. Lorsqu'il s'installe à New York, en 1890, Albert devient un prostitué mâle et il passe ses week-ends à fréquenter les bains publics ou les piscines pour y lorgner les jeunes enfants. C'est à cette époque qu'il viole son premier garçon, tandis que son premier meurtre date de 1910 à Wilmington, où il tue un homosexuel. En 1898, lorsqu'il accompagne un de ses amants dans un musée de cire, Albert Fish est fasciné par un tableau médical montrant la bisection d'un pénis. Il y retourne plusieurs fois de suite et reste des heures entières devant ce pénis
coupée en deux. Dans son rapport psychiatrique, le docteur Wertham dresse une liste des perversions sexuelles d'Albert Fish: sadisme, masochisme, flagellation active et passive, autocastration et castration des autres, exhibitionnisme, voyeurisme, acte piqueur, pédophilie, homosexualité, coprophagie, ondinisme, fétichisme, cannibalisme et hyperhédonisme. En 1898, Fish se marie avec une jeune femme de 19 ans, qui lui donne 6 enfants et le quitte après 20 ans de mariage. Il ne prend pas la peine de divorcer et se remarie illégalement à 3 reprises. Fish s'occupe toujours de ses enfants, qu'il élève seul, même s'il connaît parfois des difficultés financières. Ainsi, au moment de son arrestation, il n'a pas d'emploi, et le détective William King prend pitié des gamins en bas âge qui sont visiblement mal nourris, et il leur donne $1 pour qu'ils aillent pas s'acheter de quoi manger. Fish adore et aussi ses 5 petits-enfants, mais cet amour est marqué, comme toujours chez lui, par un côté pervers, ainsi qu'en témoigne une lettre adressée à la petite Mary Nichols, ma très chère adorée Mary, la petite chérie de papa. J'ai bien reçu ton adorable courrier. J'aurais déjà dû te répondre depuis longtemps, mais entre les radios, les médecins et mon avocat, j'ai été très occupé. Et puis, tu sais que j'ai 65 ans et que mes yeux ne sont plus comme autrefois. Ainsi, ma petite chérie adorée aura 18 ans le 28. J'aimerais bien être présent, car tu sais très bien ce que je te donnerai. J'attendrai que tu sois couché dans ton lit pour venir t'administrer 18 bonnes grosses fessées sur ton derrière nu, Mary chérie. Dans quelques jours, je vais recevoir un chèque du gouvernement. Dès sa réception, je t'enverrai $20. Je ne peux pas t'acheter une montre, mais comme cela, tu la choisiras toi-même. J'espère que ta chère maman que j'adore et que j'aime toujours va pour le mieux. Tu me racontes que tu assistes, sais-je, à des grands matchs. Ici, à New York, il y en a constamment. Dans les lycées et au YMCA, ils ont de grandes piscines. Si un homme ou un jeune garçon veut y plonger, il doit se déshabiller complètement pour nager nu. L'une des plus grandes des États-Unis se trouve au YMCA de la 8e avenue et de la 57e rue Ouest. Parfois, il y a plus de 200 hommes et garçons, tous complètement nus. N'importe qui peut aller les voir pour 25 cents. Et tu sais très bien, ma petite chérie adorée, que la plupart des filles aiment regarder un garçon nu. Surtout les grands garçons. Sais-tu, ma chère Mary, ce que les filles font pour assister au spectacle? Beaucoup d'entre elles ont des coiffures masculines. Elles s'habillent avec les vêtements de leurs frères et coiffent une casquette. Très souvent, un garçon sort de l'eau pour s'approcher d'une fille habillée en garçon. Il est si près qu'elle peut toucher son corps nu. La plupart des hommes et des garçons savent que des filles les regardent, mais ça leur est égal. Fais très attention quand tu sors, surtout s'il y a de la neige. N'oublie pas d'enfiler tes bottes en caoutchouc. Maintenant, ma petite chérie, je serai fâché si tu ne m'écris pas bientôt une autre de tes adorables lettres. Si tu me fais trop attendre, je reviendrai te voir pour te donner une autre grosse fessée, et tu devines où. Mary Nichols est citée comme témoin par la défense. Au procès, elle raconte les divers jeux auxquels ses frères, ses sœurs
et elles-mêmes avaient été soumis par leur père d'adoption. J'avais 12 ans à l'époque, et il nous faisait jouer à Bok Bok, How Many Hands Up. Il se déshabillait complètement, à l'exception d'une paire de caleçons marrons. Puis il se mettait à 4 pattes au centre de sa chambre. Il nous donnait un bâton, et il fallait s'asseoir sur son dos. Nous devions, avec nos doigts, montrer un chiffre entre 1 et 10. S'il ne devinait pas juste, ce qui arrivait toujours, nous le frappions autant de fois avec ce bâton que le chiffre choisi, maman était presque toujours présente pendant ces jeux. Celui-là se poursuivait tous les soirs pendant 1 heure environ. Il y avait aussi Sack of Potatoes Over, où il était également vêtu de ses caleçons. Il nous faisait grimper sur ses épaules et nous nous laissions glisser le long de son dos, en le griffant de nos ongles. Lorsque le jeu était fini, son dos avait complètement rougi. Une fois, il voulut qu'on y joue en mettant des aiguilles sous nos ongles, mais ça nous faisait trop mal et nous avons arrêté la nuit venue. Et les jeux terminés, il se rendait dans les toilettes pour y prendre tout le rouleau de papier cabinet. Puis, il y mettait le feu sur le plancher, au centre d'une pièce, et il le faisait toutes les nuits. Un autre membre de sa famille précise que le vieillard a dormi plusieurs nuits de suite, enroulé dans un tapis du salon. Lorsqu'on lui en demande la raison, il déclare que Saint Jean l'apôtre le lui a ordonné. En épluchant les petites annonces de journaux ou d'agences matrimoniales, Fish écrit un nombre considérable de lettres obscènes, en utilisant divers pseudonymes, dont les plus fréquents sont Frank Howard, Robert Hayden, Thomas A. Sprague ou John W. Pell. Il se présente souvent comme un réalisateur de films à Hollywood. Certaines de ses lettres sont conservées dans les archives du comté de Westchester. En voici quelques extraits, parmi tant d'autres. J'aimerais que vous puissiez me voir en ce moment. Je suis assis nu sur une chaise. La douleur se situe dans mon dos, juste au-dessus des fesses. Lorsque vous me déshabillerez, vous pourrez admirer une forme parfaite. Cher miel de mon cœur, je goûte déjà votre délicieuse pisse, votre délicieux caca. Il faudra faire pipi dans un verre que j'avalerai devant vous jusqu'à la dernière goutte. Dites-moi quand vous voudrez faire la grosse commission. Je vous allongerai sur mes genoux afin de lever votre jupe, baisser votre culotte et placer ma bouche contre votre délicieux gros cul de miel pour avaler votre beurre de cacahuète aussitôt qu'il jaillira, frais et chaud à la fois. Voilà comment ils le font, là-bas, à Hollywood. 1929, mon fils unique, Bobby, y a été rendu infirme à l'âge de 9 ans par une attaque de paralysie infantile. Il a besoin d'être fouetté régulièrement, et pour son propre bien, avec un chat à 9 queues. Mais je vous assure qu'il ne fait pas pipi, ni caca au lit ou dans ses vêtements. Il vous dira quand il a besoin d'aller aux toilettes, que ce soit pour le Ndug 1 ou le Ndug 2. Pour le Ndug 1, il faut déboutonner son pantalon et lui sortir son petit singe. Pour son derrière, il suffit de défaire 3 boutons au fond de son pantalon. Cela gagne du temps et évite de le déshabiller complètement. C'est commode quand il s'agit de le fesser. Le docteur déclare que 3 ou 4 solides fessés par jour sur son cul dénudé lui feront le plus grand bien, car il est plutôt bien dodu à cet endroit. Cela l'aidera énormément. Répondez-moi que vous n'hésiterez pas à vous servir d'une canne ou d'un chat à 9 queues quand le besoin s'en fera sentir.
1930. Ma très chère et délicieuse petite fille Grace, je viens de recevoir ta lettre où tu m'appelles cher Robert. Cher miel de mon cœur, tu m'as capturé. Je suis ton esclave, et tout ce que je possède est à toi. Bite-couille cul, et tout l'argent que tu désires. Si tu étais seulement ma délicieuse épouse, tu n'aurais pas peur de moi. Ô fille de mon cœur, comme je t'adorerais, et comment. Embrassades baisers fessés, puis t'embrasser là où je viens de te fesser. Ton délicieux gros cul magnifique, tu n'auras plus besoin de papier cabinet pour te torcher ton délicieux gros cul, car j'avalerai tout, puis lécherai ton délicieux cul jusqu'à ce qu'il soit propre avec ma langue. Robert Hayden. 9 novembre 1934. Chère madame, je suis un veuf avec 3 garçons, 13, 15, 19 ans, que je désire mettre en pension jusqu'à ce que les 2 plus jeunes en aient terminé avec l'école. Je veux une nourriture solide, des lits propres et qu'on lave leur linge. Je préfère une veuve qui est une fille suffisamment âgée pour l'aider. Henry et John m'ont causé pas mal de problèmes en manquant l'école. Leur directrice, Miss Bruce, m'a affirmé que s'ils avaient été ses propres enfants, elle leur aurait donné à chacun 3 bonnes fessées tous les jours pendant 1 mois. John ayant droit à un supplément avec le chat à 9 queues, juste avant de se coucher. C'est lui qui est surtout à blâmer. Je n'ai pas le temps de le faire moi-même, et, de plus, je pense que fouetter les enfants est un travail de femme. Je désire une femme maternelle, qui peut et souhaite assumer la complète responsabilité de ses garçons. Faites-vous obéir et, lorsqu'ils ne veulent pas baisser leurs pantalons, punissez-les en conséquence par une bonne fessée. N'hésitez pas à les marquer à la peau et servez-vous du chat à 9 queues dès que vous pensez que c'est nécessaire. Robert est faible d'esprit à cause d'une chute, bien qu'approchant les 20 ans. Costaud et fort, il est plus facile à fesser ou à fouetter que Henry. Il donne des coups de pied de mule quand il est ainsi puni. Je veux une femme qui puisse fouetter l'un d'entre eux, ou même les 3 en même temps, si cela s'avère nécessaire. Notre propre docteur affirme que si Bobby n'est pas fessé ou fouetté lorsqu'il devient capricieux, il se pourrait fort bien qu'il perde l'esprit. Aussi, doit-il être fessé, lui aussi. En ce moment, il se trouve à Philappa, et c'est une femme noire que je connais depuis 25 ans qui s'occupe de lui. Elle a une fille de 17 ans, et les 2 femmes le punissent énormément. Henry et John sont à Upper Darby Pas, 2 sœurs, encore jeunes filles, s'occupent d'eux. Elles dirigent toutes 2 une pension pour garçons et filles de moins de 17 ans. Elles sont très sévères, et tout garçon ou fille qui n'obéit pas est puni par une fessée devant toute la classe. John est un grand garçon pour son âge, et cela lui fait honte de devoir baisser son pantalon et d'être fessé devant de nombreuses jeunes filles. Je veux un endroit où ils puissent être tous ensemble. Je suis prêt à vous payer 35 pour les 3, et par semaine, avec un supplément de 15, lorsque je serai présent. Mais si vous les prenez en charge, vous devez m'assurer que vous utiliserez la pagaie et le chat à 9 queues. Je désire une femme qui ne soit pas embarrassée lorsqu'elle déshabille Bobby, pas plus que Henry ou John. Aussi, si vous êtes intéressé, indiquez-moi comment rejoindre votre établissement par la route. A. H. Fish,
21 novembre 1934. 27 aiguilles enfoncées dans le corps. En pur masochiste, Fish s'inflige diverses punitions, comme s'enfoncer des roses, avec les épines, dans le scrotum. Ensuite, il en mange les pétales. Le plus spectaculaire de ces actes de piqueur consiste à placer des aiguilles de marin dans diverses parties de son corps, et, en particulier, autour du pelvis et des organes génitaux. Après son arrestation, un examen au rayon X, le 28 décembre 1934, fait apparaître 27 de ces aiguilles, dont certaines s'y trouvent depuis des années. Elles sont insérées dans la peau et n'ont pas été ingurgitées. Quelques-unes se situent dans des zones extrêmement dangereuses pour la santé physique de Fish, tout près du côlon, du rectum ou de la vésicule. L'un de ses fils indique lors du procès avoir découvert des aiguilles cachées dans un volume de nouvelles d'Edgar Allan Poe, au début des aventures d'Arthur Gordon Pym. En 1922, à 52 ans, Albert Fish est la proie d'hallucinations religieuses. Par moments, il se promène en hurlant « Je suis le Christ » et il essaie de se purger de ses péchés en s'automutilant ou en pratiquant des sacrifices humains. Heureux soit celui qui prend ses petits-enfants pour leur fracasser le crâne avec des pierres. J'entendais des voix qui me parlaient ainsi, ou quand je ne comprenais pas tout, j'essayais d'interpréter le reste par mes lectures de la Bible. Béni soit l'homme qui corrige son fils en le fouettant, car il sera récompensé. J'avais cette idée de sacrifice humain qui m'était venue d'Abraham offrant son fils Isaac. J'ai toujours su qu'il me faudrait offrir aussi un enfant en sacrifice, pour me purifier des abominations et des péchés que j'avais commis aux yeux de Dieu. J'avais des visions de corps torturés, quelque part en enfer. La famille Fish devinait certaines des perversions sexuelles du vieillard. Son fils aîné, Albert Junior, en a témoigné lors du procès. En 1929, rentrant dans l'appartement qu'il partage avec son père sur la 74e rue, Albert Junior, âgé de 30 ans, fait une étrange découverte sous l'évier de la cuisine. Son pied heurte une pagaie grossièrement fabriquée, d'environ 60 centimètres de long, qui se termine par des clous dont les pointes dépassent. En les examinant de plus près, Albert Junior constate qu'ils sont tachés de sang et en parle à son père. Celui-ci refuse tout d'abord de lui répondre, mais finalement, devant l'insistance de son fils, il avoue « Je m'en sers sur moi-même. De temps en temps, je ressens ces pulsions irrésistibles et, à chaque fois, il faut que je m'en débarrasse en me torturant avec cette pagaille. » Les deux hommes n'abordent plus jamais le sujet, mais un jour de 1934, Albert Junior surprend son père en pleine action. Complètement nu, le vieillard se tient debout au centre de sa chambre, au volet clos. D'une main, il se masturbe, de l'autre il se flagelle le dos avec cette pagaille, cloutée. À chaque coup, il sursaute et hurle de douleur, le visage couvert de sueur, et du sang coule le long de ses fesses. Une autre partie du témoignage d'Albert Fish Jr. produit une telle sensation que les journalistes affublent le vieillard du pseudonyme de Moon Maniac parfois. Lors des nuits de pleine lune,
Albert Siange ressent une irrésistible envie de manger de la viande crue. Et, d'après son fils, son visage devenait terriblement rouge, ce qui était plutôt bizarre, car il n'avait pas mis les pieds dehors de la journée. L'expression de ses yeux donnait l'impression qu'il avait vu quelque chose qui lui avait fait peur, comme si quelqu'un le pourchassait. Albert Fish a été officiellement arrêté à 8 reprises entre 1902 et 1933. La première fois pour une tentative d'escroquerie, une autre fois pour avoir puisé dans la caisse d'un magasin où il travaillait. Pour des chèques sans provision, il reçoit des condamnations assorties d'un sursis. Son envoi frénétique de lettres obscènes lui vaut une condamnation à 90 jours de prison. Il fait également 3 séjours en hôpitaux psychiatriques, dont l'un en 1930. Plus de 2 ans après l'assassinat de Grace Budd, il est relâché au bout d'1 mois. Le diagnostic indiquant « Il n'est pas fou, ni dangereux, personnalité psychopathique, de caractère sexuel ». 6 mois après sa libération de l'hôpital de Bellevue, il est à nouveau arrêté par la police pour avoir envoyé du courrier obscène à la directrice d'une école privée. Lorsque les policiers fouillant son appartement, ils découvrent, caché sous son matelas, d'autres lettres, un chat à 9 queues, ainsi qu'une carotte et une saucisse de Francfort, dont l'état de pourriture dégage une odeur nauséabonde qu'accentue la chaleur de cette journée de l'été 1931. En examinant de plus près la carotte et la saucisse, un des policiers constate qu'elles sont recouvertes de matière fécale. Dégoûté, il questionne Fish à ce sujet. « Je me les fourre dans le cul », ricane le vieillard. Cela lui vaut 10 jours d'hôpital psychiatrique. Au moins 100 victimes, lorsque le docteur Wertham lui demande à combien d'enfants il s'est attaqué, Albert Fish répond « Au moins 100 », comme dans le cas de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. La plupart des victimes de Fish proviennent des couches les plus laborieuses de la population, surtout des enfants noirs, car, selon lui, les autorités s'en préoccupent un peu lorsqu'ils disparaissent. À plusieurs reprises, il paye les services d'une petite fille noire, à qui il donne $5 à chaque fois qu'elle lui amène un jeune garçon. D'après ses dires, il se serait rendu dans 23 États, de New York au Montana, et j'ai eu des enfants dans chacun de ces États. Parfois, il doit rapidement quitter les lieux parce que des rumeurs au sujet de disparition d'enfants commençaient à circuler. Il est même interrogé à plusieurs reprises, mais jamais réellement suspecté, parce qu'il a l'air tellement inoffensif. À la suite de son arrestation et de ses aveux concernant l'assassinat de Grace Budd, Albert Fish reconnaît qu'il a commis d'autres crimes, sans pour autant en spécifier la nature ni le nom des victimes. Le détective William King le suspecte, rien que pour l'État de New York, de 5 autres meurtres de fillettes dans les quartiers de Brooklyn et du Bronx. Florence McDonnell, Barbara Wiles, Sadie Burroughs et Helen Sterler. La 5e, Yetta Abramovitz, âgée de 11 ans, a été violée, poignardée et étranglée sur le toit d'un immeuble. Le meurtrier présumé de Helen Sterler, un vagabond noir du nom de Lloyd Price, avait été arrêté, condamné à mort, puis exécuté, malgré ses protestations d'innocence. La police commence à croire maintenant à la culpabilité de Fish
à propos de ce crime. Le juge qui instruit son procès estime qu'Albert Fish aurait tué entre 16 et 100 victimes, une approximation qu'approuve le détective William King. Le docteur Frederick Wertham, quant à lui, pense que le nombre des enfants assassinés par son patient doit se chiffrer à plusieurs centaines, peut-être même à 400, ce qui en ferait le criminel le plus prolifique de tous les temps. Pendant la préparation de son procès, Fish écrit une lettre à son avocat, James Dempsey, dans laquelle il avoue avoir tué Billy Gaffney, âgé de 4 ans, le 11 février 1927. Il y a une décharge publique à Astoria, sur Riker Avenue. On y jette des tas de choses depuis des années. Voici mon plan il y a quelques années de cela, je vivais au 228 81e rue Est, au dernier étage. Supposons que je vous avoue avoir le petit Gaffney. Le verbe est absent de la lettre de Fish. De la même façon que la fille B, cela ne changera rien, puisque je suis déjà inculpé de ce crime. Je dois cependant admettre que le conducteur de tramway, qui m'a identifié en compagnie du jeune garçon, a raison. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais à la recherche d'un endroit satisfaisant pour effectuer mon travail. Je me rendis donc à la décharge de Riker Avenue. On y distingue une maison isolée, pas très loin d'où je l'emmenais. J'avais peint cette maison pour son propriétaire, quelques années auparavant. Il est ferrailleur. J'ai oublié son nom, mais vous pourrez le demander à Henry, mon fils, qui lui a acheté une voiture. Le père de cet homme vit dans la maison. Jean, John et Henry m'ont aidé à peindre la demeure. À l'époque, un certain nombre de vieilles voitures étaient garées le long de la route. C'est là que j'ai emmené le garçon et l'ai déshabillé avant de le réduire à l'impuissance, pieds et poings liés, et de le bâillonner avec un chiffon sale trouvé sur place. Puis j'ai brûlé ses vêtements, jeté ses chaussures dans une benne à ordures, et je suis retourné chez moi par le tram, jusqu'à la 59e rue. Il était 2 heures du matin, et j'ai fait le reste du chemin à pied. Le lendemain, vers 2 heures de l'après-midi, j'ai emporté mes instruments, ainsi qu'un solide chat à 9 queues, fabriqué maison, avec un manche court. J'avais coupé une de mes ceintures en 2, puis chaque moitié en 6 lanières d'environ 20 cm de long. J'ai fouetté son cul nu jusqu'à ce que le sang coule sur les jambes, coupé les oreilles, le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, sorti les yeux des orbites. Il était déjà mort à ce moment-là. Enfoncé le couteau dans le ventre et placé ma bouche pour boire son sang. J'ai ramassé 4 vieux sacs de pommes de terre et des pierres. Puis je l'ai démembré. J'avais emporté une pince avec moi. Elle m'a servi à lui couper le nez, les oreilles et quelques morceaux de son ventre. Puis j'ai coupé le tronc, juste en dessous du nombril. Ensuite les jambes à environ 5 cm en dessous de son derrière. Tranché la tête, les pieds, les bras, les mains et les jambes en dessous du genou. J'ai tout mis dans les sacs avec des pierres, les refermant avec de la ficelle, avant de jeter le tout dans les étangs stagnants que vous verrez le long de la route allant à North Beach. L'eau y est profonde d'environ 1,50 m. Ça a coulé tout de suite. Je retournai chez moi, en emportant la viande. J'avais le devant de son corps, avec mes morceaux préférés, son singe, ses rognons, et un délicieux petit derrière bien grassouillé pour le rôtir au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût avec ses oreilles, nez,
morceaux du visage et du ventre. J'y ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri, du sel et du poivre. C'était bon. Puis j'ai coupé les fesses en deux, de même que son singe et ses peewees, et je les ai lavés, les ai mis dans un plat au four que j'ai allumé. Ayant coupé des lanières de bacon, je les ai posées sur chacune des fesses, épluché 4 oignons, et, au bout d'un quart d'heure de cuisson, j'ai versé un demi-litre d'eau pour le jus de la sauce, avant d'y mettre les oignons. À intervalles fréquents, j'ai arrosé de jus son derrière, avec une cuillère en bois, pour que la viande soit meilleure et plus juteuse. Au bout d'environ 2 heures, les fesses étaient cuites, bien rôties. Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie qui ait été à moitié aussi bonne que son délicieux petit cul grassouillé. Le plat fut terminé, en l'espace de 4 jours. Son petit singe était exquis, mais ses peewees étaient trop durs, je n'arrivais pas à les mâcher. Je les ai jetés dans les toilettes. Vous pouvez donner cette lettre à mes enfants et, si nécessaire, me faire témoigner à son sujet. Je pourrais raconter les détails comme si je discutais du temps qu'il fait. L'endroit que j'ai décrit est idéal pour un acte de cette nature. Et si vous en parliez à plusieurs journalistes, dites-leur que Dieu m'a ordonné de me purger de ce péché et que je devais me mettre à sa merci. Conduisez-les à cette décharge. Ils vont être comme fous. Quelle nouvelle sensationnelle! Jean, John et Henry, qui ont travaillé avec moi dans cette maison, pourront vous confirmer mes dires. Ou pensez-vous que je devrais faire appel au père Mallette de l'église de Grace P.E. à White Plains et me confesser à lui? Puis, vous direz tout. Écrivez-moi pour m'indiquer ce que vous voulez que je fasse. Si cela peut vous aider, demandez au directeur de la prison Casey ou au docteur. Symptômes d'empoisonnement dû à du plomb. Cellule IB14. Appel d'urgence à 7 heures du soir. Pendant que je me trouvais au quartier général de la police, les 13-14 décembre, je n'avais pas encore avoué à quiconque. Lorsque l'officier F. d'Ababy King a quitté la salle d'interrogatoire, le sergent Fitzgerald m'a frappé durement au ventre alors que j'étais assis. Je peux vous le montrer lors de l'audience. Et il m'a dit, « Même si tu es un vieillard, si tu n'avoues pas, je t'emmène avec moi en bas et tu goûteras à ma matraque. Je voudrais que vous l'attaquiez pour moi. Demandez à l'officier King de vous donner ma pagaie de torture. C'est lui qui l'a. Prouvera mon état d'esprit. Planche avec des clous qui dépassent. J'aimais les entendre crier de douleur. » Fish explique en détail à Wertham comment il s'arrange pour attirer ses petites victimes dans les caves d'immeubles où il peint, en leur offrant des friandises ou de la menue monnaie. Il les réduit à l'impuissance en les ligotant, avant de les violer et de les battre. Quelquefois, il les torture plusieurs jours de suite, avant de les tuer et de démembrer leurs cadavres. Il les bâillonne parfois, mais je préférais ne pas le faire, car j'aimais les entendre crier de douleur. L'une des pires atrocités commises par Fish se déroule en 1911 à Saint-Louis. Il fait la connaissance de Keden, un vagabond de 19 ans, beau mais plutôt retardé mentalement. Il voyageait à bord d'un train de marchandises en provenance du sud qui transportait des bananes. Dans son wagon, il y avait 5 hommes, noirs avec lui, et ils ont passé tout leur temps en s'amusant à toutes sortes d'activités sexuelles, surtout de la fellation et de l'homosexualité. J'ai fait sa connaissance,
et les ramener chez moi. Il était couvert de vermine. Je lui ai rasé tous les poils de son corps, y compris ceux de son pubis. Pendant environ 2 à 3 semaines, nous avons fait des tas d'actes sadiques et masochistes. Il me fouettait, et nous faisions des jeux érotiques, le père et le fils, le professeur et son élève. Il m'urinait dessus, et je buvais sa pisse ou mangeais ses excréments, puis je l'obligeais à le faire aussi. Nos jeux ont pris une tournure plus sadique. Je lui ai coupé à plusieurs reprises les fesses pour en boire le sang. Un jour, je l'ai attaché à une chaise et me suis arrangé pour qu'il soit en état d'érection, avant de commencer à lui trancher le pénis avec une paire de ciseaux, mais j'ai changé d'avis. Le garçon avait l'air de tellement souffrir que je n'ai pas pu supporter son regard de douleur. Je lui ai bandé son membre blessé et, après avoir déposé $10 sur le lit, je me suis enfui en direction d'une autre ville. Condamné à mort. Le 22 mars, le jury, après 4 heures de délibération, rend son verdict à Albert Fish, malgré d'évidentes preuves de sa folie, est condamné à mort. La réaction de Fish est à la hauteur du personnage. Quelle joie cela sera de mourir sur la chaise électrique. Ce sera l'ultime frisson, le seul que je n'ai encore jamais essayé. Puis après un moment d'hésitation. Mais ce n'était pas le bon verdict. Vous savez, je ne suis pas vraiment sain d'esprit. Et mes pauvres enfants, que feront-ils sans moi pour les guider? Malgré une ultime tentative du Dr Frederick Wertham et de James Dempsey, l'avocat de Fish, la date de l'exécution était confirmée pour le 16 janvier 1936 à la prison de Sing Sing. Pour son dernier repas, Albert Fish demande du poulet rôti qu'on lui sert désossé pour éviter toute tentative de suicide. En effet, quelques mois auparavant, Fish s'était tailladé les poignets avec l'os d'un T-bone steak. Vers 11 heures du soir, Albert Fish s'installe sur la chaise électrique. Il aide les gardiens à fixer les électrodes sur ses jambes rasées. Il donne quelques feuilles de papier à l'un de ses avocats qui refusera d'en indiquer le contenu à la presse. Jamais je ne montrerai ce texte. C'est le plus innommable tissu d'obscénité que j'ai jamais pu lire de toute ma vie. À 11h09, le courant est enclenché pour le plus vieux condamné à mort de la prison de Sing Sing. La première décharge ne fonctionne pas. Un journaliste new-yorkais, présent sur les lieux, raconte que des nuages de fumée entourent la tête de Fish, les 27 aiguilles métalliques contenues dans son corps auraient causé un léger court-circuit. La seconde décharge expédie Fish dans l'autre monde. Un des plus grands pervers de l'histoire du crime était mort. Il emportait avec lui son secret. Combien de victimes avait-il réellement tuées?